Mohamed El Maoui. J'ai comme professeur à la faculté des sciences depuis 1977. Donc, je suis la retraite en 2014. J'ai enseigné la chimie minérale industrielle, c'est-à-dire le ciment, les faïences, les argiles, tout ce qui est céramique. J'ai enseigné le verre, j'ai enseigné les phosphates, j'ai enseigné les différents colorants minéraux. C'est-à-dire que je me suis spécialisé en chimie industrielle, chimie minérale industrielle. J'étais directeur du laboratoire chimie, unité de recherche de chimie minérale appliquée, qui traite des sujets comme ça. Donc, au niveau enseignement, j'ai fait tout le temps des cours, deux sortes de cours. Un cours pour les premières années sur le tableau périodique et les propriétés des éléments, et un cours sur la chimie industrielle. Et tous les cours que j'ai faits en chimie industrielle pour les élèves ingénieurs de chimie analytique étaient des cours que j'ai préparés dans les usines. C'est-à-dire que j'allais dans l'usine, je suivais les productions, par exemple la production du ciment, et je discutais avec les ingénieurs, et en même temps je préparais dans des livres le cours, et je faisais mon cours comme ça. Et de ce fait, bon, j'ai eu à traiter beaucoup de problèmes industriels. Par exemple, dans le cas du ciment, par exemple, certaines impuretés qui sont dans le ciment, la fabrication du ciment HRS, des choses comme ça. Dans les phosphates, j'ai fait plusieurs thèses sur l'attaque des phosphates, c'est-à-dire que la dissolution du minerai phosphaté dans l'acide sulfurique, puis après la filtration et la préparation des engrais, etc. Donc, dans les céramiques, j'ai fait des études sur les argiles tunisiennes. J'enseigne aux étudiants comment ils caractérisent les argiles, comment ils font des analyses, et puis j'enseigne tout le processus de fabrication, c'est-à-dire le coulage par exemple, ou le pressage, et puis le séchage, cuisson, les propriétés, la porosité, les maillages, toutes les choses de ce type-là. Pour le verre, pendant plusieurs années même, je connaissais une usine de verre et je faisais tous les mélanges. C'est moi qui donnais les formules pour la fusion du verre, et même quand une fois ils avaient eu des problèmes d'argent, donc j'avais échangé le sable qui était importé à l'époque par du sable tunisien, et j'ai suivi tout le changement, et ça a bien marché. Et j'ai fait, entre autres, avec cette usine-là, on a reconstruit le four 2 fois. Et je suis parti avec le PDG en France pour choisir du matériel, changer les caractéristiques du four, le récupérateur. C'est-à-dire que j'avais vraiment fait de la pratique. Et cette pratique-là, c'est celle que j'enseignais en classe pour les élèves ingénieurs. C'est la même chose pour les céramiques, où j'ai travaillé aussi conseiller au centre technique de céramique pour les problèmes des industriels que les industriels viennent poser, au moment où, à l'époque, les centres techniques étaient faits non pas pour gagner de l'argent et devenir autonome du point de vue argent, mais pour résoudre directement les problèmes des industriels.
Par la suite, il y a eu un changement, évidemment, où on leur a demandé d'être suffisant, c'est-à-dire un budget, d'avoir un budget fermé, si on peut dire. Et à ce moment-là, ça a changé complètement. Ils sont devenus prestataires de services et sans faire les études ont diminué, disons. J'étais aussi conseiller pendant 10 ans du groupe chimique où j'avais proposé une nouvelle méthode pour la fabrication de l'acide phosphorique, etc. Donc, monsieur, نجم تحكينا على أول أياماتك في الفاكولتي دي سيونس. La faculté des sciences. Quand je suis venu, moi j'ai été nommé à Monastir en 77. À ce moment-là, la fac de Monastir était en construction. Et puis, j'ai ma femme qui est française, qui est psychologue, elle n'avait pas trouvé de travail là-bas. Je suis venu à la fac des sciences de Tunis. Et quand je suis arrivé, ça tombait exactement au moment où celui qui enseignait la partie chimie industrielle, M. Sabaoun, avait terminé son contrat et il revenait en France. Donc ils m'ont dit, vous tombez bien, ils m'ont pris. C'est comme ça que j'ai atterri à Tunis. Et que moi j'ai fait ma thèse en génie chimique sur l'extraction liquide. J'étais proche de la chimie industrielle, mais ce n'était pas vraiment le génie des procédés, comme on dit. C'est-à-dire le génie chimique, il traite la conception du matériel, tandis que le génie des procédés, il traite chaque chose, comment elle est fabriquée. Donc, أول يوم عليكم enseignant في الفاكولتي دي سيونس. Oui, c'est plutôt, je me rappelle plus de la première fois où j'ai enseigné à Monastir. À Tunis, bon, je suis rentré normalement. Donc Okay. Et le dernier jour? On ne peut pas parler du dernier jour dans la mesure où, quand je suis parti à la retraite, c'était en 2014, donc c'était plus, on ne peut pas dire les derniers jours parce qu'il y a des examens qui viennent après, etc. Donc je n'ai pas de souvenir du dernier jour. Ce dont je me souviens, c'est que les élèves ingénieurs, donc ils arrivaient en classe, ils étaient contents de venir, et il y avait bien sûr des absents. Donc chaque classe, il y avait, disons, 45 étudiants dans la classe. Il y avait 2 classes. Sur 45 étudiants, il y a toujours 25-30 qui sont présents. Ceci dit, il y a des gens que je ne voyais jamais, sauf le jour de l'examen. Pour la petite histoire, j'ai toujours, au moment dans le sujet de l'examen, donné une question à la fin du sujet qui n'est pas notée, hein, mais je leur dis, donnez-moi le nom de votre professeur de chimie minérale appliquée. Et je les vois tous se poser des questions et se parler. Schismo. C'est dire que l'histoire de la présence, c'est encore un autre problème. Sinon, monsieur Takar, je vais dire à département chimie. Alors, département de chimie, il y avait, quand je suis rentré au département de chimie au début des années 80, il y avait une ambiance extrêmement bien. Il y avait à peu près, moi j'avais R15, j'étais R15, ça veut dire le 15e prof qui est rentré, recherche 15, parce que chaque enseignant, chaque professeur rentrait avec son laboratoire, c'est pas comme maintenant. Donc il y avait une quinzaine de professeurs, et puis il y avait beaucoup d'assistants, maîtres assistants, beaucoup de chercheurs, etc. Et l'ambiance était excellente. C'est-à-dire qu'on se réunissait très régulièrement.
pour étudier, tous les profs se réunissaient pour étudier les sujets, les problèmes du département. C'était le conseil de département. Il y avait des disputes entre nous, mais on finissait par prendre des décisions et par les appliquer, et tout le monde appliquait les décisions. Plus tard, et ça je dois dire que c'est une évolution triste de l'enseignement supérieur, plus tard, on a fait des conseils de département avec 7 personnes dans le conseil de département. C'est-à-dire qu'il y avait 7 professeurs qui assistaient au conseil et qui décidaient pour tout le monde. Et malheureusement, au niveau de la marche de cette affaire, c'était plus ou moins toujours les mêmes qui étaient élus. Et il y avait carrément des professeurs qui étaient exclus de la décision tout le temps. Et ce sont des décisions importantes, ça veut dire la décision de recruter telle personne, d'acheter tel matériel, de faire telle chose, etc., tel nouveau cours et tout ça. Donc c'est des décisions importantes. Et il y avait finalement, à partir d'un certain moment, quand la loi est sortie du conseil de département, beaucoup étaient contents, mais il y avait beaucoup de professeurs qui étaient mis de côté et qui n'avaient plus leur mot à dire, et c'était pas bien. Donc, monsieur, votre vision à le département chimie avant et maintenant, et même la vision pour la faculté des sciences, disons, on a une faculté des sciences, c'est différent, c'est très différent. Comment? C'est différent dans la mesure où on avait plus de décisions, on prenait plus de décisions à notre échelle avant que maintenant. C'est-à-dire que, c'est mal dit ce que je dis là, mais c'est-à-dire, avant on se sentait responsable, on bataillait pour rajouter un cours, on se disputait entre nous, on faisait le budget dans le département de chimie, il était divisé par la machine à calculer. C'est-à-dire on avait une certaine somme, on achetait tout ce qu'il fallait pour les travaux pratiques, et le reste, il était divisé sur tous les professeurs à égalité. Donc chacun avait la responsabilité de cette somme, il achetait ce qu'il pouvait acheter, etc. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, le département, il est dirigé par un conseil de département. On ne sait pas, je dis ça sans blesser personne, on ne sait pas comment il est élu. L'argent, il y en a plus beaucoup. Au niveau des laboratoires, même les laboratoires et les unités de recherche, l'argent qu'ils reçoivent n'est pas suffisant pour fonctionner. Surtout qu'on a besoin de matériel qui coûte très cher. Et automatiquement, il ne faut pas se leurrer, chaque chercheur qu'on prend, on est obligé de l'envoyer à l'étranger dans des stages. Sinon, la thèse ne marche pas. Parce qu'il faut que la thèse qui soit traitée ici soit du niveau international avec des publications internationales. Donc, on est obligé de se rattacher ou de collaborer avec des... Et c'est d'ailleurs une bonne chose, hein, d'être un peu à la page, et les chercheurs qui partent à l'étranger, à un certain moment, on trouve certains qui ne font les manips qu'à l'étranger. Quand ils arrivent en Tunisie, ils restent comme ça en train de regarder jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver une nouvelle bourse pour partir à l'étranger, etc. Et ça a changé beaucoup de choses. Donc globalement, j'aurais préféré que un peu le système de fonctionnement d'avant reste, mais avec plus d'argent maintenant, plus d'organisation, plus... Et ça, c'est... les étudiants, voilà. الفرق ما بين les étudiants على أول ما جيت للفاك دي سيونس واللي étudiants اللي Il y a une grande différence.
non pas dans les personnes. Les personnes c'est toujours statistiquement, on a les mêmes proportions de gens travailleurs, les mêmes proportions de gens intelligents, etc. La matière, elle est là. Mais la mentalité a changé, honnêtement. La mentalité a beaucoup changé dans la mesure où, d'abord, avant, il y avait plus de sélection. Les examens étaient plus serrés, plus durs. Maintenant, on sent, moi je le sens, il y a un certain laisser-aller un petit peu. Deuxièmement, si vous voulez, les travaux pratiques ont diminué parce que le nombre d'étudiants a beaucoup augmenté et le nombre de laboratoires est le même, le nombre d'encadrants il est plus faible, etc. Donc les gens qui faisaient par exemple 8 heures de TP par semaine, maintenant ils font la moitié d'avant. Et ça surtout en physique et en chimie, quelqu'un qui ne fait pas la manipulation, on lui donne une réaction, il la lit, bon, tout va bien, mais c'est quand il l'a fait qu'il voit ce qui se passe et comment les choses se passent, et qu'il comprend exactement. Par exemple, vous dites le pH, si la personne n'a pas mesuré le pH, il ne sait pas à quoi ça sert, etc., on lui dit calculer le pH, bon, même s'il sait calculer, ça lui sert à rien. Donc les étudiants de maintenant, premièrement, ils manquent de TP, ils manquent de pratique. Ils connaissent peut-être la théorie, mais ils manquent de pratique. Et ça, je le vois. Deuxièmement, il y a un désengagement parce que avant, il y avait plus la volonté de réussir, etc. Maintenant, on sent que les étudiants, ils parlent que je m'excuse c'est-à-dire qu'on sent là un petit peu que les gens n'ont plus la hargne. Il n'y a que dans la classe, moi, souvent, j'ai vraiment une dizaine qui sont devant et qui participent et qui sont toujours là, mais j'ai beaucoup aussi qui, je les vois quelquefois, je ne les vois pas après, etc. Et je ne sais pas comment, par quel hasard, à la fin de l'année, tout le monde passe, mais ça c'est le mystère. En ce qui concerne la vie dans la faculté des événements marquants, à l'époque, on ne manquait pas d'événements marquants. Il y avait surtout la dernière période à Bourguiba, ou la période de Ben Ali, il y avait des grèves et des grèves assez dures. Donc, surtout la dernière période à Bourguiba. Et la police rentrait à ce moment-là, il n'y avait pas le poste de police ici dans la faculté, mais il y avait des charges de police qui chargeaient dans la faculté avec des grenades lacrymogènes. Une fois, il y avait même des tirs où on disait qu'il y avait une balle qui avait traversé la vitre de la voiture de la Hatrousse, qui est notre collègue professeur qui est Habiba Hatrousse. Donc, alors, les grèves duraient assez longtemps. Il y avait une lutte féroce où les étudiants se battaient. Alors, si je peux raconter une anecdote, une fois j'étais dans mon bureau au département de chimie, des étudiants sont venus, monsieur, il y a quelqu'un qui est derrière le département, qui était inconscient, etc. Je sors avec eux, je vois un étudiant caché derrière le département, donc là où il y a actuellement l'azote liquide, et l'étudiant ne bougeait pas, on lui parlait, il ne parlait pas, etc. Il était inconscient. Donc je reviens, j'ai appelé mon premier réflexe c'était d'appeler la police. J'ai appelé la police, alors pour leur dire il y a quelqu'un qui est
qui est inconscient, il faut envoyer une ambulance. Alors la police, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Ils m'ont dit, شنو هي الهوية متاعو. Moi, je ne suivais pas الهوية. Ils m'ont répété, à chaque fois que je leur dis envoyer une ambulance, ils me disent الهوية. J'ai dit, je ne connais pas, moi, الهوية. Il est inconscient, envoyez d'abord l'ambulance, puis on verra qui c'est, etc. En fait, ils n'ont pas voulu envoyer l'ambulance. J'ai couru, je suis allé à l'infirmière. L'infirmière qui était ici au bâtiment central, ils sont venus et avec des étudiants, ils l'ont transporté. Mais c'était un des trucs qui m'est resté toujours dans l'esprit. Pour ce qui est du travail syndical. Alors, il se trouve que moi, j'étais dans les années 85, 86 et tout ça, jusqu'à 93 ou même après. J'étais à peu près 5 ans secrétaire général du syndicat des maîtres de conférences et professeurs de la faculté des sciences. Et puis après, j'étais pendant 3 ou 4 ans, ou même parce que j'avais dépassé la période de 3 ans, j'étais secrétaire général du syndicat national des professeurs et maîtres de conférences. Donc la loi 93, par exemple, qui régissait l'enseignement supérieur, j'avais discuté toute cette loi avec le ministère et avec le bureau syndical. Et auparavant, on avait eu des discussions aussi, même on allait beaucoup voir Sicharfi, qui était ministre de l'enseignement supérieur, et même on avait vu Silhadi Bekouch à l'époque, etc. Alors, il y a 2 anecdotes que je peux raconter qui sont incroyables. Quand on avait vu Silhadi Bekouch, c'était exactement au moment où Salman Rushdie a écrit son livre sur le Coran, les versets sataniques. Et donc sa tête était mise à prix, c'est pas le mot, mais on a fait une fatwa, les Iraniens ont fait une fatwa pour le tuer. Donc on avait parlé de ce truc-là, parce que le Silhadi Bekouch, il disait qu'il concevait que les professeurs du supérieur soient libres totalement dans leurs pensées et qu'ils proposaient des choses, même si des choses qui ne plaisent pas, et qu'il n'ait pas de souci d'argent, qu'ils soient consacrés uniquement à leur travail de recherche et tout ça. Et c'était quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai pas oublié ces mots-là. J'ai pas oublié, c'était quelque chose de... ça, c'est une première chose. Et le deuxième souvenir, c'était Sicharfi. On avait, à l'époque, quand je suis allé, quand on allait le voir, j'étais membre seulement du bureau, je n'étais pas secrétaire général. Il y avait Tahar Cheib qui était secrétaire général de notre syndicat. Tahar Cheib, il a une façon de parler qui est très agressive et il a une très très forte personnalité. Donc il parlait d'une façon agressive, Sicharfi. Je me rappelle, Sicharfi, il s'est levé de sa place et il est venu s'asseoir à côté de nous et il a dit, au lieu de m'insulter comme ministre, je laisse ma place de ministre parce que je préfère être insulté en tant que votre collègue et non pas en tant que ministre. Donc, parce qu'on discutait les choses âprement avec lui et on lui disait c'est pas comme ça, etc. Ou etc. Donc, à ce moment-là, les discussions syndicats-ministres étaient des vraies discussions de bataille d'idées. Il faut dire qu'après, c'est devenu des arrangements, etc. Mais ça, c'était pas... Alors, malgré... Ici, c'est un témoignage que je voudrais faire. Malgré que les discussions
le syndicat des professeurs et maîtres de conférences ont bataillé pour le niveau des étudiants, pour faire marcher les choses, etc. Les lois qui se faisaient ne tenaient pas compte de ce qu'on disait. Et il y avait toujours à chaque fois qu'une loi elle sort, c'est comme si on n'avait pas assisté ni à des discussions ni rien du tout. Pourquoi? Parce que les ministres successifs, d'ailleurs, recevaient le syndicat des professeurs d'un côté et recevaient le syndicat des assistants et maîtres assistants de l'autre côté. On disait à l'époque le corps A et le corps B. Alors le problème du corps A, c'est que il bataillait pour des choses immatérielles. Le corps B, généralement, et ça je regrette de le dire, ça d'ailleurs tout le monde est fâché parce que quand je le dis, le corps B discutait toujours comment je vais passer de grade. Ça, c'est le premier sujet. Et deuxièmement, pourquoi il y a une différence de salaire entre les profs et les assistants maîtres assistants. Et ça a faussé les choses. Ça a faussé les choses et beaucoup de ministres obéissaient plus au grand nombre pour éviter le grabuge. Parce que quand les professeurs n'étaient pas nombreux, donc quand ils obéissaient, donc ils donnaient satisfaction aux assistants, maîtres assistants, ils avaient moins de problèmes que quand ils donnaient. Et c'est ainsi que, par exemple, la loi de 93 sur l'enseignement supérieur et tout ce qui s'ensuivait, c'est-à-dire l'élection des doyens et tout ça, dont j'ai participé bien sûr à ces discussions-là, était sorti de telle sorte que le bénéfice, par exemple, on prend une phrase qui a fait beaucoup de mal à l'enseignement supérieur en Tunisie. L'élection des doyens. L'élection des doyens, c'est une chose noble en soi. Mais quand la loi est faite, les assistants ou maîtres assistants avaient le dernier mot. Et je vous assure que ce qui est sorti dans la loi, une semaine, on s'était pas mis d'accord sur ça. On s'était mis d'accord sur... on n'avait pas abordé un point essentiel, c'est que l'élection des doyens soit faite par un nombre égal de professeurs, un conseil scientifique qui a un nombre égal de professeurs et de maîtres de conférences et égal au nombre d'assistants maîtres assistants. Ce détail-là qui n'a rien, qui est normalement, on peut dire logique, s'est transformé en une catastrophe parce que tous les assistants et maîtres assistants, depuis le début de la première élection jusqu'à maintenant, ils se mettent d'accord ensemble sur un nom et le professeur qui se présente et qui leur donne satisfaction, il passe avec sa voix à lui quelquefois, plus la voix des assistants. Ce qui fait que ça a faussé toute la loi. Toute la loi, elle a été faussée par ça. Et beaucoup d'autres choses qui sont passées comme ça, avec, par exemple, l'habilitation. Avant, il y avait la thèse d'État, donc le passage à l'habilitation. Et l'habilitation, de plus en plus, son niveau descendait. Et le passage, maintenant, on arrive à une situation où on peut trouver dans un département beaucoup plus, 2 fois plus de profs que d'assistants et maîtres assistants. Alors que ça devrait être le contraire. On trouve des gens qui passent de professeurs sans s'être pris le temps de se former. Avant, on pouvait rester 10 ans pour passer professeur. On enseignait, on suivait les grands profs, on faisait des TP, etc. Maintenant, quelqu'un peut arrive uniquement en faisant de la recherche et en ayant des bons sujets de recherche, à passer très rapidement sans être formé comme on voudrait.
Et tout est comme ça, c'est-à-dire que beaucoup de lois qui passent, qui sont passées et qui n'ont pas, qui se sont transformées par la pratique, même si l'idée au départ c'est une idée bonne, au moment de l'application, on tombe dans des cas qui n'étaient pas bons.